Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur l'automatique. Donc on va encore parler de système asservi évidemment et donc ici je vais reprendre directement donc l'illustration que j'avais faite dans la vidéo précédente pour redétailler un système asservi. Donc ici nous on va en particulier sur cette vidéo parler de la sortie et de la consigne, sont l'entrée et la sortie de notre système asservi. Quand je vais concevoir un système et que je vais avoir besoin de l'asservir, je vais avoir besoin de définir des performances pour ce système. Alors, les performances d'un système asservi, donc on va en lister plusieurs. Alors, il y a trois performances, trois critères de performance qui sont essentiels pour les systèmes asservis. Le premier, donc, ça sera la stabilité du système. Alors ici, on va donc regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la stabilité. Euh, alors, il faut faire attention. On peut parler de stabilité d'un point de vue strictement mathématique, mais voilà, nous, on est en sciences de l'ingénieur, donc il va falloir regarder aussi de ce point de vue-là à quoi à quoi correspond la stabilité. Alors, ici, donc plusieurs illustrations. Donc la première ici, je vous ai mis un système qui est rigoureusement instable, que ce soit d'un point de vue mathématique ou d'un point de vue sciences industrielles. En fait, voilà, en bleu, donc vous avez le signal d'entrée. Donc ici, c'est la consigne de mon asservissement. Et en rouge, vous avez la sortie de l'asservissement, qui correspond donc à l'évolution de la grandeur de sortie de notre asservissement. Donc ici, j'ai mis en entrée donc, ce qu'on appelle un échelon. Donc c'est un signal qui va passer de 0 à 1 à un instant ici déterminé non nul. Et donc c'est la consigne. Donc la consigne passe brutalement de je veux 0 à je veux 1. Alors 1, je ne sais quoi, mais voilà, je veux que la consigne augmente de 1. Et donc ce que je fais, c'est que j'observe l'effet de cette évolution de la consigne sur la grandeur de sortie. Et donc l'idée, ça serait quoi? Ça serait que si notre asservissement se comporte bien, eh bien, c'est que le signal de sortie se dirige vers la consigne et puis que tout se passe très bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, voilà, ici, on va avoir un système qui va se mettre à osciller, dont les amplitudes augmentent à l'infini. Et donc, en fait, mathématiquement, le système ne tend pas vers une grandeur finie, il diverge. Donc, en fait, là, on va définir ça comme étant un système instable. Donc, mathématiquement, comme du point de vue des sciences de l'ingénieur. Alors ensuite, donc là sur cette deuxième évolution, donc on a une oscillation infinie du signal de sortie. Donc en fait, il ne tendra jamais vers une valeur finie, c'est-à-dire que le signal de sortie va tout le temps osciller à l'infini autour d'une grandeur, mais sans jamais l'atteindre. Donc là, on dit mathématiquement, on dit qu'on est en limite de stabilité. Bon, clairement, nous, en tant qu'ingénieur, en tant que science de l'ingénieur, on va déterminer ça comme étant un système instable puisqu'il n'atteint pas la consigne. Ou en tout cas, il ne se stabilise pas vers une valeur finie, unique. Donc voilà, ça, c'est pour nous quelque chose d'instable. Alors là où c'est le plus intéressant pour les sciences de l'ingénieur, c'est donc les deux du bas. Alors d'un point de vue mathématique, les deux du bas sont strictement stables puisqu'ils convergent tous les deux vers une grandeur finie, alors qui ici correspond exactement à la consigne. On verra juste après ce qui peut se passer. Mais voilà, donc les deux sorties ici convergent vers une grandeur finie. Donc ils sont considérés stables mathématiquement. Mais pour les sciences de l'ingénieur, alors il peut se passer des choses avant cette stabilisation. Donc ici on peut observer qu'il y a des oscillations qui s'atténuent jusqu'à ne plus osciller. Alors en fait, dans l'absolu, hein, mathématiquement, si on zoome, le signal de sortie oscille, mais avec des amplitudes très 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 faibles et de plus en plus faibles. Et puis ici, on a un système qui converge gentiment hein, vers une grandeur stabilisée. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est stable et est-ce qu'il y en a un autre qui est instable? Alors ça dépend, voilà, ça dépend. Donc ici les deux sont considérés stables, mais donc forcément celui qui n'oscille pas est considéré comme bien stable, plutôt robuste. On a un asservissement très stable.
pour les systèmes qui vont être oscillants, alors ça dépend. Ça dépend, est-ce qu'il est considéré comme stable? Ça va dépendre du cahier des charges. D'accord? On a des systèmes qui acceptent des dépassements. Donc ça, ce qui se passe ici, là, c'est ce qu'on appelle un dépassement. Et donc ça peut être toléré dans certains systèmes asservis, je ne sais pas, dans un certain mouvement de bras de robot dans une industrie. Voilà, on cherche à mettre une cuve sous un robinet. Bon, voilà, si ça oscille un petit peu avant de se stabiliser, c'est pas très très grave. Voilà, ça pourrait être acceptable. Bon, maintenant, il y a des systèmes qui n'acceptent pas du tout de dépassement de ce type-là. Donc, par exemple, un système de régulation de vitesse, comme on parlait précédemment dans la vidéo précédente. Donc, si ma consigne c'est 50 km par heure et que mon véhicule se met à rouler à 60 avant de redescendre à 45 et de se finir par se stabiliser autour de 50 km par heure, bon, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que l'ingénieur qui conçoit le système ne va pas accepter un comportement comme ça de son régulateur de vitesse automatique de son véhicule. Donc là, on va se diriger plutôt vers un système comme ça. Donc voilà, donc les systèmes oscillants sont potentiellement acceptables. Ça va dépendre du cahier des charges et du système. Donc ils sont considérés comme stables, mais voilà, ils peuvent être instables pour certains types d'utilisation. Alors, deuxième critère, donc je l'ai pas, j'en ai parlé, enfin sans en parler, mais je l'ai légèrement teasé un petit peu dans la partie précédente. Donc, c'est ce qu'on appelle la précision. Donc, la précision, c'est la capacité de notre système asservi à converger. Alors déjà, il faut qu'il converge. S'il ne converge pas, qu'il est instable au sens mathématique, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, c'est la capacité du système à converger vers la grandeur de consigne qui était demandée. Alors ici, donc je vous ai mis deux exemples. Alors en comparaison aux exemples précédents, là on voyait que les systèmes convergeaient exactement vers l'entrée, vers la consigne. Ici, je vous ai mis donc deux exemples où le signal de sortie, la grandeur de sortie, ne converge pas exactement vers la valeur de la consigne, du signal d'entrée. Donc ici, on définit ce qu'on appelle l'erreur statique. Donc c'est l'erreur en régime permanent. C'est la valeur de l'erreur en régime permanent. Souvent, on la prend en relative, donc en pourcentage. Donc cette erreur statique, elle représente en fait l'écart de notre système par rapport à ce qu'on aurait voulu. Alors là, typiquement, on a à peu près une valeur finale ici de 0,75, ce qui fait une erreur relative de 25%, ce qui est plutôt important. Et après, encore une fois, quand je dis plutôt important, c'est relatif, puisque peut-être que certains asservissements acceptent ce genre d'imprécision. Mais voilà, c'est pas la question là. Donc voilà, donc le critère de précision, on va regarder ce quantificateur, l'erreur statique, et donc plus cette erreur statique va être importante, et plus on va dire que le système est imprécis. Et donc voilà, plus l'erreur statique va être faible, et plus on va considérer que le système est précis. Dernier critère, je vais prendre directement sur une autre page. Donc le dernier critère, c'est la rapidité. Donc la rapidité, on va regarder encore une fois sur des exemples de courbes illustrées. Alors, la rapidité, c'est un peu la capacité de notre système à atteindre le régime permanent. D'accord ? Est-ce qu'il est lent ou est-ce qu'il est rapide pour atteindre son régime stabilisé ? En gros, j'ai la valeur finale. Donc la valeur finale, c'est la valeur atteinte par le système. Donc c'est ici la valeur finale. Donc voilà, combien de temps met mon système pour atteindre à peu près cette valeur finale ? Alors, mathématiquement, si ça c'est la réponse d'un système d'une équation différentielle du premier ordre, c'est une exponentielle décroissante, ça atteint la valeur finale en plus l'infini. Donc ce serait pas un bon critère mathématique de dire au bout de combien de temps notre système atteint sa valeur finale, plus l'infini, c'est bien, mais ça ne donnera pas une indication de vitesse.
Donc ici, ce qu'on va définir, c'est ce qu'on appelle le temps de réponse à 5%. Donc c'est lui. Euh, Temps de réponse à 5%. Donc c'est en gros le temps que met le système pour atteindre plus ou moins 5% de sa valeur finale et ne plus ressortir de cette fourchette de plus ou moins 5%. Voilà, alors pour illustrer ça, donc on va tracer un espèce de tunnel avec des pointillés autour de la valeur finale, à plus 5% et à moins 5% de la valeur finale. Et puis on va regarder à quel instant la courbe de sortie rentre dans ce tunnel, rentre dans cette fourchette, sans jamais en ressortir. Donc ici, ça correspond à ce point-là, et donc à cet instant-là de temps de réponse à 5%. Ici, un peu moins de 5 secondes. Voilà. Alors pour les systèmes oscillants, forcément, cette définition prend un peu plus de sens, à plus ou moins 5%, puisque notre système va osciller et potentiellement rentrer dans la fourchette plus ou moins 5%, puis en ressortir. Alors il est évident que le temps de réponse à 5% ne correspond pas à cet instant-là, enfin à cette zone-là, puisque notre système il en ressort, quoi. Donc ce qu'on fait ici, c'est que, je le redis, hein, c'est le dernier instant pour lequel le signal de sortie rentre sans ne plus jamais ressortir de la fourchette plus ou moins 5% de la valeur finale. Donc ça correspond à cet instant-là, ici. Hop. Donc voilà, à partir de là, on voit que la courbe ici, elle revient vers le moins 5%, mais elle ne dépasse pas et elle reste à l'intérieur et elle se stabilise autour sur sa valeur finale. Donc voilà, donc le temps de réponse à 5%, c'est là. Le temps que met le système pour atteindre sa valeur finale à plus ou moins 5% près. Voilà, donc ça, c'est les 3 critères principaux, hein. Stabilité, précision, donc stabilité, hein, est-ce que mon système oscille ou pas, converge ou pas. Précision, est-ce qu'il converge vers la grandeur qui était souhaitée. Et rapidité, est-ce qu'il atteint un régime stabilisé rapidement. Donc ça, c'est les 3 critères principaux qui définissent les performances d'un asservissement. Et donc ça, on retrouve typiquement dans les cahiers des charges des systèmes, ces 3 performances qui doivent être nommées, enfin qui doivent être quantifiées quelque part. Alors, il n'est pas impossible que l'on puisse définir d'autres critères de performance de notre asservissement. Alors, certains nous servent, d'autres un peu moins souvent, d'autres un peu plus. Enfin, voilà. On aura l'occasion peut-être d'en croiser un ou deux un peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc le premier que je peux vous donner, c'est ce qu'on appelle le temps de montée. Alors celui-là, on le retrouve assez peu. Donc ici, ça correspond au premier instant où la sortie atteint 0,95 fois la valeur finale. Et donc voilà, ça c'est le temps de montée. Alors bon, ça peut quantifier en quelque sorte la brutalité de notre système. Plus le temps de montée est rapide, plus c'est que le système est brusque au démarrage en fait. Mon échelon de consigne arrive et là le signal de sortie monte très brutalement, le temps de montée est court, plutôt lentement, le temps de montée est assez long. Alors évidemment, hein, pour un système qui n'oscille pas comme celui-là qui est à gauche là en haut, le temps de montée correspond au temps de réponse à 5%. Autre critère de performance que l'on peut définir ou qu'on peut quantifier, c'est le premier dépassement. Donc le premier dépassement, ça correspond à la valeur relative de l'amplitude du premier dépassement. Donc ici, si on note la valeur D1, la valeur de ce dépassement ici, du premier dépassement, donc pour calculer la valeur relative, on va soustraire la valeur finale pour avoir l'amplitude ici du premier dépassement et on divise par la valeur finale pour avoir l'amplitude relative. Donc typiquement, hein, si on a un système dont la consigne c'est 1, comme ici, et on a un premier dépassement qui atteint à peu près 1,75, voilà, avec une lecture graphique approximative ici, et bien on a un système qui va avoir un dépassement relatif de 75%. Dernier critère de performance que l'on rencontrera, celui-là c'est sûr qu'on le rencontrera, en particulier pour les systèmes du second ordre. Donc ici, on a un système oscillant
Et donc on peut définir le nombre de dépassements. Alors ça va nous donner une indication de stabilité, parce que moins il y a de dépassements, et plus le système est stable en quelque sorte. Alors comment on va définir un dépassement? Donc ça correspond en fait, si mon signal de sortie dépasse 5% de la valeur finale, on considère que c'est un dépassement. Alors on voit qu'ici il en fait un, et qu'il en fait ici un deuxième, un troisième, un quatrième et même un cinquième. Voilà, donc là c'est le nombre de dépassements positifs en quelque sorte par rapport à la valeur finale. Donc voilà. Et puis on peut définir aussi, alors là je n'ai pas d'illustration, mais je peux vous la faire en direct. Si on prend le moins 5%, eh bien on peut aussi définir un autre nombre de dépassements. Donc ça correspond au nombre de dépassements qui sortent de la fourchette plus ou moins 5%. Donc dans ce cas-là, celui-ci ça serait le premier, celui-ci ça serait le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, et donc ici ça serait le neuvième dépassement. Donc là, dans ce cas-là, voilà, plus ou moins 5%, on considérait qu'il y ait 9 dépassements. Et par contre, il n'y a que 5 dépassements positifs. Voilà, c'est potentiellement comme ça qu'on peut aussi compter les dépassements. Voilà, donc s'il y a plein de dépassements, potentiellement notre système est plutôt instable, puisque ça veut dire qu'il oscille assez longtemps avant de se stabiliser. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur donc, les performances des asservissements. Voilà, je rappelle quand même l'essentiel des performances qu'on définit pour un système asservi, hein. Donc stabilité, précision et rapidité, ce sont vraiment les 3 critères de performance que l'on va regarder attentivement lorsque l'on va commencer à regarder un système asservi. À bientôt!